Mesdames et messieurs, avez-vous déjà entendu parler de ces lieux d'apparence ordinaire qui cachent en réalité de sinistres secrets? En Bretagne, dans le Finistère, se trouve une porcherie qui, de l'extérieur, ne se distingue en rien des autres exploitations agricoles. Pourtant, derrière les hautes clôtures et l'odeur âcre des enclos à porcs, se dissimule une histoire d'horreur. Les veuves qui venaient y travailler disparaissaient, une par une, sans laisser de traces. Au début, les habitants des villages environnants pensaient que c'était normal. Peut-être ces femmes avaient-elles déménagé, trouvé un nouveau mari ou un meilleur emploi ailleurs. Mais avec le temps, il devint évident que quelque chose n'allait pas. Pas de nouvelles, pas de messages, et pas une seule d'entre elles n'était jamais revenue rendre visite. Que se passait-il réellement dans cette ferme? Pourquoi seules des veuves étaient-elles ciblées? Et comment ce terrible mystère a-t-il finalement commencé à être élucidé? Restez avec moi, car dans ce récit, nous allons progressivement lever le voile sur les sombres secrets dissimulés derrière une porcherie du Finistère. Été 2022. Le soleil breton, souvent timide, dardait ses rayons sur les plaines vallonnées du Finistère. Un vent sec balayait les champs de maïs verdoyants et les vergers de pommiers qui s'étendaient à perte de vue. Le chant des coqs se mêlait au son des cloches, des vaches que les fermiers menaient paître dans les prés. Pour un observateur extérieur, la vie dans la région semblait paisible, simple et lente. Pourtant, au milieu de cette quiétude, un lieu faisait l'objet de chuchotements à chaque fois qu'on l'évoquait. Il s'agissait de la porcherie d'un homme nommé Jean-Pierre Dubois, que les locaux appelaient simplement le Père Dubois. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage simplet, à la parole lente, que l'on voyait souvent en bleu de travail au bar-tabac du village. Sa ferme était située assez loin de la communauté. Pour y accéder, il fallait emprunter un chemin de terre, poussiéreux en été, ou boueux et glissant pendant les mois pluvieux. Des deux côtés, des vergers et des champs donnaient une impression d'isolement. Un grand portail en fer se dressait, entouré de barbelés et d'une végétation dense, comme pour se protéger des regards du monde extérieur. Peu de gens savaient ce qui se passait réellement derrière cette haute clôture, hormis les cris perçants des cochons qui parvenaient parfois jusqu'au village. Ce qui rendait cette ferme célèbre, ce n'était pas seulement ces milliers de porcs, mais la méthode de recrutement du Père Dubois. Il n'engageait que des veuves. Qu'elles aient perdu leur mari dans un accident, de maladie ou pour d'autres raisons, la plupart venaient de régions éloignées comme les Ardennes, la Lorraine ou même le Nord-Pas-de-Calais. La raison qu'il donnait aux villageois était simple. Ces pauvres femmes font pitié, elles ont besoin de travail. Je veux juste les aider. Elles sont seules et ont besoin d'un soutien pour survivre. Au début, les habitants considéraient cela comme un acte admirable. Beaucoup pensaient que le Père Dubois était différent des autres patrons. Alors que les autres cherchaient des jeunes gens forts, lui tendaient la main à des femmes malchanceuses et sans soutien. Pour ces veuves démunies, l'offre de travail à la ferme était comme une bénédiction. Elles recevaient un logement et des repas, ainsi qu'un salaire suffisant pour envoyer de l'argent à leurs enfants ou à leurs parents restés au pays. Mais avec le temps, les rumeurs commencèrent à enfler. Yvette, la maraîchère du marché hebdomadaire, voyait sans cesse de nouveaux visages parmi les ouvrières. Elle semblait toujours épuisée, mais pleine d'espoir. Chose étrange, quelques mois plus tard, on ne les revoyait plus jamais, l'une après l'autre. Elles ont dû trouver un meilleur travail, non? Disait l'un. Peut être partie avec un nouvel homme, répondait un autre. Mais ce qui était troublant, c'est qu'aucune ne revenait jamais dire bonjour ou prendre des nouvelles des gens qu'elle avait connus. Cette anomalie mettait certains villageois mal à l'aise. La ferme est grande, c'est vrai, mais l'atmosphère y est sinistre, je ne sais pas pourquoi, confia un jour une femme au café. Le Père Dubois a l'air d'un homme charitable, toujours prêt à aider, mais pourquoi ces ouvrières disparaissent-elles si souvent comme ça? Demanda-t-elle, elle en fronçant les sourcils. Au milieu de ses doutes, un nom devint le centre de l'attention. Marie, une jeune veuve des Ardennes. Elle ne travaillait à la ferme que depuis quelques mois. Au début, elle venait régulièrement faire ses courses à l'épicerie du village, le visage souriant et lumineux. Mais soudain, depuis plusieurs semaines, elle n'était plus apparue. Yvette, qui lui vendait régulièrement des légumes, trouva cela étrange. D'habitude, Marie vient acheter des poireaux et des oignons toutes les semaines. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vue, marmonna-t-elle. L'histoire de la disparition de Marie se propagea de bouche à oreille, ajoutant au mystère de la ferme du Père Dubois.
Les habitants étaient curieux, mais les tracas de la vie quotidienne, les travaux des champs, l'éducation des enfants, la nécessité de gagner sa vie, reléguaient leurs soupçons au rang de brèves conversations, au café ou au marché matinal. Personne n'osait aller enquêter. Ce que les villageois ignoraient, c'est que dans une petite maison des Ardennes, une vieille femme nommée Simone s'inquiétait terriblement. Chaque jour, elle attendait des nouvelles de sa fille. Marie, sa fille chérie, n'avait plus donné signe de vie depuis plus de 3 mois. Son téléphone ne répondait plus. Les lettres envoyées par sa petite fille, la petite Chloé, restaient sans réponse. Le cœur de la mère commença à se remplir de doutes et de peur. Et c'est à partir de ce point que la longue histoire, pleine de mystères, de courage et de tragédie, allait être révélée. Le nom de Jean-Pierre Dubois devenait de plus en plus connu dans les environs, non seulement pour sa grande porcherie, mais aussi pour sa méthode de recrutement singulière. Au lieu de chercher des jeunes hommes robustes ou des gens du coin, il n'embauchait que des veuves. Chaque fois qu'on apprenait qu'une femme avait perdu son mari et se trouvait en difficulté, que ce soit dans les Ardennes, en Lorraine ou dans le Nord, un émissaire du père Dubois finissait par la contacter. L'offre était toujours la même. Si vous avez besoin de travail, venez à la ferme. Il y a un logement, de la nourriture et un salaire. Au début, beaucoup y voyaient un geste louable. Le père Dubois est vraiment un homme bon. Il n'aide que les gens dans le besoin, disaient les villageois. Mais certains trouvaient cela étrange. Pourquoi seulement des veuves? Pourquoi ne pas embaucher d'autres personnes qui cherchaient aussi du travail? Derrière les louanges, il y avait une raison qui n'était jamais exprimée. Les veuves sont plus faciles à contrôler. Elles venaient souvent de loin, n'avaient ni famille, ni connaissance dans la région, et étaient contraintes de supporter le travail par nécessité. Sans autre choix, elles travaillaient sans poser de questions. L'une d'elles était Marie. Sa vie avait basculé après la mort de son mari dans un accident d'usine. Elle devait élever seule ses 2 jeunes enfants, Chloé et Léo, avec de maigres revenus. Elle avait fait des ménages, travaillé dans un restaurant et même vendu des gâteaux. Mais ce n'était jamais assez. Lorsqu'elle entendit parler de l'offre de travail en Bretagne, elle y vit une opportunité en or. Malgré les mises en garde de certains, Marie décida de partir. Elle confia ses enfants à sa mère, Simone, et fit le long voyage jusqu'à la porcherie du père Dubois. À son arrivée, Marie fut accueillie chaleureusement. Le père Dubois parlait d'une voix douce, comme s'il comprenait sa souffrance. « Je sais que ta vie a été dure. Ici, travaille tranquillement, considère cet endroit comme ta maison. Sois juste courageuse et tout ira mieux. » Ces mots rassurèrent et touchèrent Marie. Les premiers jours de travail furent éreintants. L'odeur pestilentielle des enclos, les cris incessants des porcs et l'effort physique requis pour nettoyer les auges et préparer la nourriture épuisaient son corps. Mais Marie tenait bon. Elle pensait sans cesse au visage de ses enfants et chaque fois qu'elle parvenait à envoyer de l'argent à la maison, son cœur se gonflait de fierté. À la ferme, Marie n'était pas seule. Il y avait d'autres femmes, toutes veuves comme elle, venues d'ailleurs. Elle vivait dans un dortoir simple, dormant sur de minces matelas alignés les uns à côté des autres. La nuit, on entendait souvent des chuchotements sur la nostalgie de la famille, les histoires du passé et les espoirs pour l'avenir. Mais ce qui était étrange, c'est que personne ne restait longtemps. Après quelques mois de travail, Marie remarqua que les noms familiers disparaissaient un par un. Il y eut d'abord Amélie, de Strasbourg. On disait qu'elle était rentrée chez elle. Puis Sophie, de Reims. La rumeur voulait qu'elle soit partie avec un nouvel homme, mais personne ne les avait vus partir. Pas d'adieu, pas de nouvelles, comme si elle s'était volatilisée. Yvette, la maraîchère, avait également remarqué ce phénomène. Elle s'étonnait que les visages qui venaient régulièrement lui acheter des poireaux et des oignons disparaissent soudainement. C'est vraiment bizarre. Les ouvrières de cette ferme changent tout le temps. À peine, on apprend à les connaître qu'elles ne sont plus là. Se plaignait-elle en secouant la tête. Ce qui rendait Marie encore plus méfiante, c'était un bâtiment situé au fond de la ferme, appelé la salle de préparation des aliments. Le père Dubois n'autorisait aucune ouvrière à y entrer. C'est dangereux. Les machines sont grosses. Je m'en occupe moi-même, était son explication. Chaque nuit, on entendait le bruit assourdissant des machines provenant de ce bâtiment. Parfois, une odeur âcre et étrange s'en échappait, pas seulement celle de la nourriture pour animaux, mais une odeur plus piquante,
qui brûlait les narines. Marie voulut poser des questions à plusieurs reprises, mais elle se retint. Elle savait que ce travail était son seul espoir. Si elle parlait trop, elle risquait de le perdre. Elle choisit donc de se taire, même si son esprit était rempli de questions. Dans ces moments de fatigue, elle trouvait le temps de téléphoner à sa mère dans les Ardennes. Au début, 1 fois par semaine, puis toutes les 2 semaines. Mais avec le temps, la fréquence diminua. Marie disait souvent « Le réseau n'est pas très bon ici, maman. Dès que j'ai de l'argent, je l'envoie. » Simone la croyait, même si une inquiétude sourde grandissait en elle. Pour les habitants des environs, tout cela n'était qu'un sujet de conversation. Ils étaient occupés par leurs champs et leurs familles. La disparition d'ouvrières venues d'ailleurs n'était pas considérée comme importante. Elles ont dû déménager pour un autre travail, pensaient la plupart des gens. Mais derrière les chuchotements, un sombre secret se terrait. Et Marie, sans le savoir, s'enfonçait de plus en plus profondément dans les méandres d'un dangereux mystère. Au café du village ou au marché hebdomadaire, les conversations des habitants tournaient généralement autour du prix des céréales, de la météo ou des fêtes locales. Mais ces derniers mois, un sujet revenait constamment, la porcherie du père Dubois. Au début, les discussions étaient pleines d'admiration. Il est vraiment fort. Le nombre de porcs dans sa ferme augmente sans cesse. J'ai entendu dire qu'il en a des milliers, disait un homme en sirotant son café noir. Un autre ajoutait « Oui, oui, et on dit qu'il vient d'acheter une nouvelle machine. Ses affaires marchent bien. » Tout le monde hochait la tête, certains envieux, d'autres fiers qu'un habitant du coin réussisse, mais bientôt, le ton admiratif se mua en questionnement. Les commerçantes du marché commencèrent à murmurer entre elles. « Vous avez remarqué que les ouvrières de la ferme changent tout le temps ?» demanda l'une. « C'est vrai. D'abord, il y avait Amélie, puis Sophie, et maintenant Marie. Elles disparaissent tout en un clin d'œil, » répondit une autre à voix basse. Parmi les commerçantes, Yvette était celle qui en parlait le plus souvent. En tant que vendeuse ambulante, elle était souvent proche des ouvrières. Elle savait qui achetait beaucoup de poireaux, qui aimait négocier les prix. C'est pourquoi elle fut l'une des premières à remarquer que ces visages familiers ne se montraient plus. « Je trouve ça vraiment étrange, » dit-elle au marché un matin. Si elles rentraient chez elles, elles auraient dû dire au revoir ou laisser un message. Mais là, elles disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Ces paroles firent frissonner certains, mais beaucoup se contentèrent de sourire. Les villageois étaient méfiants, mais la plupart choisissaient de ne pas s'en mêler. La vie est déjà assez dure comme ça. Les champs à labourer, les bêtes à soigner, les enfants à élever. Se mêler des affaires de gens venus d'ailleurs, qui allaient et venaient, était considéré comme inutile. Ne nous occupons pas des affaires des autres, on risquerait d'avoir des ennuis pour rien, dit un homme au café. Malgré tout, le doute persistait. Les jeunes du village commencèrent à en faire des blagues. Ne passe pas devant la ferme la nuit, sinon le père Dubois va t'enlever, disait-il en riant. Certains juraient avoir vu des lumières vives s'échapper de la salle de préparation des aliments au milieu de la nuit, alors que tout aurait dû être plongé dans le noir. Le nom de Marie était de plus en plus mentionné. Certains habitants se souvenaient encore de son visage, cette femme souriante des Ardennes qui saluait tout le monde. Elle venait souvent acheter des oignons ou des légumes, mais cela faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vue. « Où est passée Marie? Elle travaille toujours là-bas ?» demanda une femme. « Je ne sais pas, je trouve ça bizarre aussi. Une personne si gentille et polie qui disparaît comme ça, » répondit Yvette, l'air préoccupé. Les soupçons s'intensifièrent lorsqu'un ancien ouvrier, un certain Marc, revint au village. Il avait travaillé comme maçon à la ferme, mais pas longtemps. Il chuchota à ses anciens amis. « Je suis parti parce que je ne supportais plus. Chaque nuit, il y a le bruit d'une machine qui résonne depuis la salle de préparation. Et l'odeur est bizarre, ça donne mal à la tête. Et personne ne peut y entrer à part le père Dubois. » Le récit de Marc se propagea de bouche à oreille. Pour ceux qui étaient déjà incertains, cette confession fut comme de l'huile sur le feu. Mais comme toujours, les rumeurs restèrent confinées à de petits cercles. Personne n'osa porter plainte. Tout le monde gardait le silence, même si le doute mêlé de peur persistait. Yvette regardait souvent au loin, chaque fois qu'elle passait sur la route menant à la ferme. Elle pensait au visage des nombreuses femmes qu'elle n'avait connues que brièvement, avant qu'elles ne disparaissent sans laisser de traces. Qu'est-ce qui se cache derrière ces hautes clôtures? Marmonnait-elle, mais elle n'était qu'une simple commerçante, sans aucun pouvoir autre que celui de se souvenir et de s'interroger. Les villageois continuaient leur vie.
Les champs devaient toujours être entretenus. Le marché était toujours animé chaque matin. Mais derrière la routine quotidienne, des chuchotements concernant la ferme du père Dubois ne s'estompaient jamais, comme une ombre persistante, même lorsque le soleil brillait sur la Bretagne. Dans une petite maison des Ardennes, une vieille femme nommée Simone vivait chaque jour avec un cœur lourd. Cette maison, bien que petite, était normalement remplie des voix de ses petits-enfants, Chloé et Léo. Mais depuis que Marie, sa fille, était partie travailler en Bretagne, la maison était devenue terriblement silencieuse. Au début, Simone pouvait encore sourire. Marie téléphonait régulièrement, racontant son travail à la ferme. Même si c'était dur, elle terminait toujours ses phrases avec une voix pleine d'espoir. « Ne t'inquiète pas, maman. L'important, c'est que je puisse envoyer de l'argent. Occupe-toi bien des petits, s'il te plaît. » Ces mots convainquaient Simone que la décision de Marie était la bonne. Mais avec le temps, les appels s'espacèrent. D'une fois par semaine, ils passèrent à une fois par mois, jusqu'à cesser complètement depuis plus de 3 mois. Son téléphone ne répondait plus. Les lettres que la petite Chloé envoyait, ornées de dessins de fleurs, restaient sans réponse. Chaque fois que sa petite fille demandait « Mamie, quand est-ce que maman rentre ?» Le cœur de Simone se serrait. Elle essayait de se rassurer. Elle doit être très occupée. Il n'y a sûrement pas de réseau. Mais chaque nuit, de mauvais pressentiments la hantaient. Elle se réveillait au milieu de la nuit, s'asseyait et regardait la photo de famille sur la table, les larmes coulant sur ses joues. Elle connaissait bien sa fille. Marie n'était pas du genre à disparaître ainsi, sans donner de nouvelles. L'angoisse la poussa à agir. Un matin, après avoir préparé le petit déjeuner pour ses petits-enfants, elle fit ses bagages, quelques vêtements dans un petit sac. Ses dernières économies furent soigneusement rangées. Elle confia Chloé et Léo à une voisine de confiance, puis quitta la maison le cœur lourd, se dirigeant vers la gare routière. Le voyage jusqu'en Bretagne fut long. Simone était assise dans un autocar bondé, serrant son sac contre elle. Ses yeux étaient perdus dans le vague, son esprit assailli de questions. « Ma fille, où es-tu en ce moment? Est-ce que tu vas bien? Je te retrouverai. » En descendant du car à la gare, elle demanda son chemin pour la porcherie du père Dubois. Peu de gens connaissaient l'endroit, car il était loin de l'agitation. Finalement, elle décida de prendre un moto-taxi qui l'emmena sur le chemin de terre poussiéreux. Arrivée devant le grand portail en fer, son cœur se mit à battre la chamade. L'odeur des enclos à porc était forte, et les cris des animaux se mêlaient au bruit d'une machine venant de l'intérieur. Simone resta immobile un instant, puis frappa à la porte d'une main tremblante. Peu après, un homme d'une 50aine d'années apparut. Il avait l'air aimable avec un léger sourire. « Que puis-je pour vous, madame ?» demanda-t-il. Simone prit une profonde inspiration et dit « Je suis la mère de Marie. Ma fille travaille ici. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis longtemps. Alors, je suis venu la chercher. » En entendant cela, l'expression de l'homme changea un court instant avant de redevenir calme et posé. C'était le père Dubois. D'une voix douce, il répondit « Ah, Marie, elle ne travaille plus ici. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un homme bien de Paris et qu'ils allaient se marier. Je lui ai même donné un peu d'argent pour le voyage. Je pensais qu'elle avait prévenu sa famille. » Simone resta figée. Ses paroles semblaient logiques, mais son cœur refusait d'y croire. Elle savait que sa fille n'abandonnerait jamais ses enfants sans un mot. Mais la voix et l'attitude du père Dubois étaient si convaincantes. Il l'invita même à entrer, lui offrit un verre d'eau fraîche et s'enquit de la santé de ses petits-enfants. Tout cela la plongea dans une confusion encore plus grande. D'un pas lourd, Simone repartit. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. L'histoire du père Dubois tournait en boucle dans sa tête, mais son instinct lui disait que quelque chose était caché. Elle savait qu'elle n'obtiendrait jamais de réponse en affrontant cet homme seul. Quelques jours plus tard, elle retourna en Bretagne. Mais cette fois, ce ne fut pas à la ferme, mais à la gendarmerie. Assise dans une salle d'attente simple, elle rédigea une déposition d'une main tremblante. Elle raconta la disparition de Marie, ses mauvais pressentiments et ses soupçons envers le père Dubois. La feuille était couverte d'une écriture maladroite, mais chaque lettre venait du cœur d'une mère. Cette déposition devint le point de départ d'un long voyage. Une enquête qui allait lever le voile sur la sombre vérité derrière les hautes clôtures de la ferme du père Dubois. La plainte de Simone fut officiellement enregistrée à la gendarmerie de la ville la plus proche. L'officier qui la reçut regarda le visage de la vieille femme avec compassion
et promit de suivre l'affaire. Bien que ce ne soit qu'une simple déclaration de disparition, les détails étaient clairs. Mademoiselle Marie Le Guin, vue pour la dernière fois travaillant à la porcherie de Monsieur Jean-Pierre Dubois, alias le père Dubois, sans contact depuis plusieurs mois. Quelques jours plus tard, 2 gendarmes en civil se rendirent à la ferme. Ils furent accueillis par le père Dubois à l'entrée. L'homme d'une 50aine d'années semblait calme, affichant son habituel léger sourire. « Bonjour, Monsieur Dubois. Nous avons reçu un signalement concernant une de vos employées, une certaine Marie. Nous aimerions vous poser quelques questions, dit l'un des gendarmes. Le père Dubois hocha lentement la tête. « Ah, Marie, oui, elle a travaillé ici, mais elle est partie il y a longtemps. Elle a dit qu'elle partait vivre avec un homme à Paris. Elle m'a dit au revoir, en bonne et due forme. Je lui ai même donné un peu d'argent en plus pour son voyage. Je pensais que sa famille était au courant. » Sa voix était ferme, sans aucune hésitation. Les gendarmes demandèrent à voir le logement où Marie avait séjourné. Le père Dubois leur indiqua un des bâtiments réservés aux ouvrières. La chambre était vide, avec seulement un matelas fin. « Chaque fois qu'une ouvrière part, nous nettoyons la chambre, » expliqua brièvement le père Dubois. L'inspection se poursuivit autour de la ferme. En apparence, tout semblait normal. Près des enclos, des ouvriers travaillaient. L'odeur caractéristique, rien de suspect. Un des gendarmes tenta. « Auriez-vous des documents ou des registres concernant vos employés, comme des copies de cartes d'identité ou des contrats de travail ?» Le père Dubois secoua la tête. « Nous sommes une petite entreprise, vous savez. Nous n'avons pas de contrat formel. Les gens viennent travailler, puis ils s'en vont. C'est simple. » La réponse semblait plausible dans un contexte rural, où les formalités administratives ne sont pas toujours strictes. Après près d'1 heure, les gendarmes repartirent. Leur rapport ne contenait que quelques lignes. La personne susmentionnée a travaillé sur les lieux. Selon le témoignage du propriétaire, elle a démissionné il y a environ 3 mois. Aucun bien personnel retrouvé. Aucun témoin direct de son départ. Wateo. À la gendarmerie, l'affaire fut classée comme une disparition volontaire, ce qui signifiait que la personne était probablement partie de son plein gré sans en informer sa famille. Pour les forces de l'ordre, ce genre de situation était fréquent, avec les travailleurs saisonniers venant de régions éloignées. En entendant cette explication, Simone n'en crut pas ses oreilles. Elle fut convoquée à la gendarmerie et informée que l'enquête serait suspendue faute de preuves d'un acte criminel. « Nous gardons votre dossier, madame. S'il y a de nouveaux éléments, nous reprendrons l'affaire immédiatement, » déclara un gendarme d'un ton officiel. Simone hocha la tête, mais son cœur refusait d'accepter. Elle savait que Marie n'abandonnerait jamais ses 2 jeunes enfants sans un mot. Pour elle, la réponse des gendarmes ne faisait qu'ajouter à sa douleur. Cette nuit-là, Simone retourna dans la petite chambre qu'elle avait louée. Elle s'assit, immobile, fixant le sol, ses mains tremblantes serrant une photo de Marie. Les larmes coulaient en silence. La déception la rongeait. Mais derrière ce sentiment, une détermination commençait à naître. S'ils pensent que c'est une affaire banale, moi, je n'arrêterai jamais. Je continuerai à chercher. Dans le village autour de la ferme, la nouvelle de la venue des gendarmes se répandit rapidement. Les habitants chuchotaient que les autorités étaient venues, mais étaient repartis les mains vides. Yvette secoua la tête, inquiète. Si on ne regarde qu'en surface, tout a l'air normal, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché. Les autres villageois choisirent de se taire. Pour eux, le père Dubois restait un homme charitable qui aidait les veuves dans le besoin. Personne n'osait l'accuser sans preuve. Les jours passèrent, l'histoire de Simone fut peu à peu oubliée, noyée dans d'autres dossiers. Mais pour une mère, le temps n'efface jamais la perte. Simone resta en Bretagne, essayant de trouver la moindre information. Même si l'enquête initiale s'était terminée sans résultat, l'histoire n'était pas finie. Grâce à la persévérance d'une mère, les graines d'une enquête bien plus vaste commençaient à germer. Une enquête qui allait révéler le côté sombre dissimulé derrière le sourire calme du père Dubois. Jour après jour, Simone n'abandonna jamais. À chaque occasion, elle retournait à la gendarmerie pour s'enquérir de l'avancement de l'affaire de sa fille. La réponse était toujours la même. « Aucune avancée, madame. Soyez patiente. » Malgré la déception, elle ne baissa jamais les bras. Sa persévérance finit par attirer l'attention au niveau départemental. Un rapport interne mentionna qu'une femme âgée suivait de très près le dossier de disparition de sa fille. Cela incita le commandement de la gendarmerie du Finistère
à s'intéresser à l'affaire. Au groupement, une petite réunion eut lieu. Le commandant Luc Girard, un enquêteur expérimenté, reçut le mince dossier contenant le rapport de disparition de Marie Leguin. Il le lut attentivement. Une jeune veuve, dernier emploi connu à la ferme de Jean-Pierre Dubois, disparut sans laisser de traces. De plus, il y avait des notes sur d'autres ouvrières disparues dans des circonstances similaires. Le commandant Girard fronça les sourcils. Plusieurs femmes, toutes veuves, et toutes disparues de la même manière. Ce n'est pas une coïncidence, dit-il. Il savait qu'un schéma répétitif était un signe de danger. Il décida donc de créer une cellule d'enquête spéciale. Ses ordres étaient clairs. Vérifier le nom de toutes les personnes ayant travaillé dans cette ferme en remontant le plus loin possible. Rendez-vous chez leur famille pour recueillir des informations directes. Examiner les schémas financiers et toutes les traces de vie vérifiables. Plusieurs jeunes gendarmes furent envoyés dans différentes régions. Les Ardennes, la Lorraine, le Nord et même jusqu'en Alsace. Ils se rendirent au domicile des familles des disparus et le résultat fut glaçant. Presque toutes les histoires étaient identiques. Au début, l'ouvrière envoyait de l'argent régulièrement. Puis, le contact était rompu. Et la dernière raison entendue était souvent similaire. On a entendu dire qu'elle était partie avec un nouvel homme. Le commandant Girard fut encore plus convaincu que quelque chose était dissimulé derrière les clôtures de cette ferme. Mais le plus grand défi était l'absence de preuves matérielles. Sans cela, il serait difficile d'inculper un homme qui projetait une image aussi respectable que le père Dubois. Pendant ce temps, Simone continuait de se battre. Même en recevant toujours les mêmes réponses, elle ne se décourageait pas. Son courage força l'admiration de plusieurs jeunes gendarmes. Pour eux, les larmes et les prières de Simone étaient la raison pour laquelle cette affaire ne pouvait pas être classée sans suite. Un après-midi, alors que Simone sortait de la gendarmerie, un officier s'approcha discrètement d'elle. « Madame, ne perdez pas espoir. L'affaire est maintenant suivie au niveau départemental. Un officier supérieur s'en occupe personnellement. Continuez de prier. » Ces mots redonnèrent un peu d'espoir au cœur de Simone. Dans le bureau de la cellule d'enquête, le commandant Girard rassemblait une liste de 7 femmes disparues. Il notait leur lieu d'origine, la durée de leur travail et la dernière fois qu'elles avaient donné des nouvelles. 7 noms, 7 histoires et un seul et même schéma. Nous ne parlons pas juste d'une personne disparue. Il pourrait s'agir d'une affaire criminelle grave. S'il y a quelque chose de louche, nous devons être méticuleux, déclara-t-il. L'équipe commença à agir discrètement. Certains vérifiaient les comptes bancaires, d'autres surveillaient la ferme à distance et d'autres encore tentaient de retrouver d'anciens employés qui pourraient témoigner. Chaque bribe d'information devenait une pièce d'un grand puzzle qui prenait lentement forme. Pendant ce temps, en Bretagne, les villageois continuaient de chuchoter. Ils avaient entendu dire que des gendarmes du département avaient commencé à enquêter. Certains étaient soulagés, d'autres avaient peur. Mais personne n'osait parler ouvertement. Yvette, qui avait des doutes depuis le début, espérait seulement que la vérité éclaterait bientôt. La nuit, Simone fixait la photo de Marie en priant. Elle ignorait que ses prières accompagnaient le travail de la cellule d'enquête spéciale dirigée par le commandant Girard. Une équipe qui se préparait à approfondir l'enquête et, sans le savoir, une nouvelle phase de l'affaire venait de commencer. L'exploration du mystérieux schéma de disparition des veuves, un long chemin qui les mènerait vers une vérité effroyable. La cellule d'enquête spéciale, mise en place par le commandant Girard, commença à agir. Chaque étape était menée avec une extrême prudence, car sans preuve irréfutable, l'affaire risquait d'être à nouveau classée. Ils commencèrent par retrouver les familles des ouvrières disparues. Des Ardennes à la Lorraine, les officiers se rendirent dans de modestes maisons. Dans les Ardennes, une femme nommée Hélène raconta « Ma fille m'envoyait de l'argent tous les mois. Elle disait que le travail était dur mais bien payé. Un jour, plus rien. On m'a dit qu'elle était partie avec un homme à Marseille. Mais depuis, aucune nouvelle. En Lorraine, la famille de Sylvie présenta un relevé de compte bancaire vide depuis longtemps. Au début, il y avait des virements réguliers au nom de la ferme Dubois. Puis, soudain, ça s'est arrêté. Après ça, impossible de la contacter, expliqua son frère d'une voix faible. Dans plusieurs régions, des histoires similaires se répétaient. Envoi d'argent au début, puis rupture de contact, et toujours la même justification finale. Parti avec un nouvel homme. Le commandant Girard secoua lentement la tête.
Si elles étaient parties volontairement, il y aurait des traces, des appels téléphoniques, de nouvelles transactions bancaires, des nouvelles à la famille. Mais là, tout s'arrête net, en même temps. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Manbo, sur ses ordres, l'équipe examina les comptes bancaires de toutes les victimes. Le résultat fut stupéfiant. Presque tous les comptes suivaient le même schéma. Des dépôts réguliers de la part de l'entreprise Ferme du Bois. Puis, durant le dernier mois, un retrait important vidant le compte. Après cela, le compte devenait inactif, sans plus aucun mouvement. Un analyste commenta, c'est un schéma systématique. Tout se termine au même point. Hauko, Girard regarda le tableau blanc, désormais couvert de noms et de dates, avec des lignes rouges reliant chaque affaire en une toile effrayante. 7 vies, 7 histoires, mais un seul et même schéma. Cependant, il était bien conscient que des schémas ne constituaient pas une preuve légale. Sans témoin ou preuve matérielle directe, il serait difficile d'inculper un homme comme le père Dubois. En Bretagne, la vie au village suivait son cours. Le père Dubois continuait d'apparaître au café, saluant les gens amicalement, offrant parfois de petites aides. En apparence, il restait un homme charitable. Yvette, la maraîchère méfiante depuis longtemps, ne pouvait que marmonner. Mon instinct ne me trompe pas. Il y a quelque chose de caché. Elle était heureuse d'apprendre que la gendarmerie départementale avait repris l'affaire, même si elle n'osait pas en dire plus. Cette nuit-là, au groupement, le commandant Girard se tenait devant son équipe. Nous avons trouvé un schéma, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de Dieu à l'intérieur. Quelqu'un qui peut voir ce qui se passe réellement derrière les clôtures de cette ferme. Ces paroles firent taire toute la salle. Tout le monde comprenait que la prochaine étape était extrêmement dangereuse, mais c'était la seule voie possible. Dehors, Simone continuait de regarder le ciel nocturne, depuis sa petite chambre louée, priant pour que sa fille soit en sécurité. Elle ne savait pas que l'enquête avait atteint une nouvelle phase, un plan audacieux pour envoyer quelqu'un s'infiltrer au cœur même du mystère. Après avoir analysé pendant plusieurs jours le schéma de disparition des veuves, le commandant Girard arriva à une conclusion. L'enquête ne peut pas se limiter aux documents et aux données. Nous avons besoin de quelqu'un sur place. C'est le seul moyen de voir ce qui se passe vraiment, déclara-t-il lors de la réunion de la cellule d'enquête. Plusieurs noms furent proposés, des gendarmes masculins et des enquêteurs expérimentés, mais aucun ne correspondait au profil des ouvrières que la ferme avait l'habitude d'embaucher. Finalement, le choix se porta sur le capitaine Chloé Lambert, une jeune femme gendarme de 28 ans. Son apparence simple et digne de confiance, et elle avait déjà prouvé son courage dans de nombreuses missions. Chloé écouta les ordres de son supérieur avec un visage impassible. Intérieurement, elle était consciente du risque, mais en regardant la liste des 7 femmes disparues, son cœur se renforça. Si elles ont pu disparaître comme ça, je dois oser. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est une question d'humanité. L'équipe prépara rapidement une nouvelle identité pour elle. Chloé jouerait le rôle d'une veuve nommée Corinne, originaire du Pas-de-Calais. Dans sa fausse histoire, son mari était mort dans un accident, et elle avait laissé son fils unique avec sa sœur. Chaque détail fut minutieusement élaboré. Carte d'identité, certificat de décès, et même des photos truquées avec son fils. Pendant plusieurs jours, Chloé s'entraîna pour entrer dans son rôle. Elle apprit à parler avec un accent du Nord, à maîtriser ses expressions faciales et à ajuster sa posture pour ressembler à une femme meurtrie ayant désespérément besoin de travail. La formation fut brève mais suffisante pour la préparer. Le jour J arriva. Vêtue de vieux habits et un petit sac à la main, Chloé se dirigea vers le portail de la ferme. Son cœur battait la chamade, mais elle força son visage à paraître anxieux. La porte s'ouvrit. Derrière se tenait le père Dubois. Il la regarda avec un air suspicieux. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix plate. « Je m'appelle Corinne. Je viens du Pas-de-Calais. Mon mari est décédé et j'ai besoin de trouver de l'argent pour élever mon fils, » répondit Chloé d'une voix tremblante, la tête baissée. Le père Dubois la dévisagea longuement, comme s'il la jaugeait. Puis, ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « D'accord, alors entre. Tu peux rester ici. Travaille bien, c'est tout. Tout est fourni. » Intérieurement, Chloé poussa un soupir de soulagement. La première étape était réussie. Elle était entrée. Les premiers jours à la ferme furent épuisants. Elle devait nettoyer les enclos, nourrir les porcs et supporter une odeur si nauséabonde
qu'elle en avait la nausée. La nuit, elle dormait seule dans une petite chambre, sur un matelas fin. Mais ce qui l'obligeait à rester sur ses gardes, c'était le regard du père Dubois. L'homme apparaissait souvent à l'improviste, lui apportant de la nourriture ou lui posant des questions sur sa vie. Mais ses yeux étaient scrutateurs, comme s'il évaluait chacun de ses gestes. Chloé continua de jouer son rôle. Elle se montra faible, fatiguée et peu bavarde, comme une jeune femme de la campagne en difficulté. Par un canal de communication secret, elle rapporta ses progrès à l'équipe. Il y a un bâtiment appelé salle de préparation des aliments, toujours verrouillé. Seul le père Dubois y entre. Chaque nuit, on entend le bruit d'une machine et une odeur qui n'est pas celle de la nourriture pour animaux, écrivit-elle dans un court message. En recevant le rapport, le commandant Girard fronça les sourcils. C'est peu, être la clé. Mais ne nous précipitons pas. Nous avons besoin de temps et de preuves plus solides, dit-il à son équipe. La mission de Chloé ne faisait que commencer. Chaque jour à la ferme était un pari. Chaque nuit, elle devait tendre l'oreille pour capter le moindre indice provenant de ce mystérieux bâtiment. Elle savait qu'à la moindre erreur, sa vie pourrait être en danger. Mais elle savait aussi que derrière ce risque se cachait une terrible vérité qui devait être révélée. Et le petit pas qu'elle venait de faire pourrait être le début de la résolution d'une énigme qui avait englouti la vie de tant de femmes sans laisser de traces. Chaque journée de Chloé à la ferme était empreinte de prudence. Le jour, elle travaillait comme une ouvrière ordinaire. Nettoyer, préparer la nourriture, soulever de lourds sacs. La nuit, même allongée dans sa chambre, ses oreilles restaient aux aguets. Le bruit de la machine de la salle de préparation des aliments se faisait souvent entendre, accompagné d'une odeur âcre, anormale pour de la nourriture pour animaux. Une nuit, le bruit dura plus longtemps que d'habitude. Chloé retint son souffle, essayant de mémoriser chaque détail. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Je dois trouver un moyen de savoir, pensa-t-elle. Le lendemain matin, prétextant aller chercher de l'eau, elle se rapprocha du bâtiment. La salle de préparation semblait robuste. La porte en fer était toujours verrouillée, les fenêtres scellées. Seule une petite ouverture en hauteur laissait entrevoir l'ombre d'une grande machine et un sol qui semblait humide, comme s'il venait d'être nettoyé. Alors qu'elle tentait de regarder de plus près, un bruit de pas se fit entendre. Le père Dubois apparut, des clés à la main. « Qu'est-ce que tu fais par ici » demanda-t-il d'une voix sèche, le regard suspicieux. Chloé baissa la tête, feignant la surprise. « Excusez-moi, monsieur, je venais chercher de l'eau, mais je me suis trompé de chemin. » Aïcho. Le père Dubois la dévisagea longuement, puis soupira. « Ne t'approche pas d'ici, les machines sont dangereuses. » Chloé s'éloigna rapidement. Extérieurement, elle semblait soulagée, mais intérieurement, sa conviction se renforçait. Quelque chose était caché derrière cette porte en fer. Quelques jours plus tard, elle se glissa dans un vieil entrepôt près de la salle de préparation. Le bâtiment, peu utilisé, était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Dans un coin, elle découvrit une malle en bois. Elle l'ouvrit avec précaution. Ce qu'elle y trouva la figea sur place, des vêtements de femmes froissés, des petits sacs et des bijoux bon marché, comme des bagues en argent et des colliers en plastique. Il y avait plus d'un ensemble, appartenant clairement à plusieurs personnes. Les mains de Chloé tremblaient, mais elle reprit rapidement ses esprits. Elle photographia le tout avec un appareil miniature caché dans sa veste. Après avoir refermé la malle, comme si de rien n'était, elle quitta l'entrepôt. Ces photos furent immédiatement envoyées à l'équipe par le canal secret. Le commandant Girard, en les recevant, fronça les sourcils. C'est un indice crucial. Nous devons les montrer aux familles des victimes pour confirmation. Mais Chloé doit rester à l'intérieur. Il n'est pas encore temps d'agir. Aïe! La nuit suivante, le bruit de la machine de la salle de préparation retentit de nouveau, plus fort cette fois, avec une odeur si piquante qu'elle en brûlait les narines. Chloé sortit doucement de sa chambre et s'approcha du bâtiment. À travers une petite fente dans le mur, elle vit l'ombre du père Dubois manipulant la grande machine. Quelque chose était versé à l'intérieur, mais l'obscurité l'empêchait de voir clairement. Une fois la machine arrêtée, elle entendit un bruit d'eau, comme si quelqu'un lavait le sol. Peu après, la porte s'entr'ouvrit. Le père Dubois sortit, en sueur, les mains sales. Il verrouilla soigneusement la porte avant de s'éloigner. Chloé se cacha rapidement pour ne pas être vue. Son cœur battait à tout rompre. Une sueur froide
perlant sur ses tempes. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, elle rédigea son rapport. Vu Dubois utiliser la machine dans la salle de préparation au milieu de la nuit. Odeur âcre très forte anormale. Trouver des effets personnels de femme dans l'entrepôt. Le commandant Girard lut le rapport avec un visage grave. Nous approchons de la vérité. Mais nous avons besoin de preuves scientifiques pour agir. Chloé doit rester calme et continuer d'observer. Yogani. Chloé savait que le sombre secret de la salle de préparation était sur le point d'être révélé. Mais elle savait aussi que plus elle en voyait, plus le danger se rapprochait d'elle. Le rapport de Chloé conforta le commandant Girard dans sa conviction qu'un drame se cachait dans cette ferme. Mais il était conscient que sans preuves scientifiques, toutes ces découvertes ne seraient considérées que comme des suppositions. Il ordonna donc à son équipe d'enquêter sur les flux financiers et les registres d'achat de produits chimiques. S'il y a quelque chose de caché, il doit y avoir des traces à l'extérieur. L'argent et les biens ne disparaissent pas comme ça, déclara-t-il fermement. L'enquête commença par l'examen des transactions de la ferme Dubois. Au premier abord, tout semblait normal. Achat d'aliments pour animaux, matériel agricole, fournitures générales, mais en creusant, ils découvrirent des commandes suspectes. Au fil des ans, l'entreprise avait commandé de l'hydroxyde de sodium, soude caustique, et de l'acide sulfurique en quantité très élevée, bien au-delà des besoins d'une porcherie classique. Un expert chimiste commenta sobrement. Si c'est juste pour nettoyer les enclos, cette quantité est bien trop importante. Il doit y avoir une autre utilisation. Parallèlement, l'équipe examina les finances personnelles du père Dubois. Les relevés bancaires révélèrent un schéma intéressant. Chaque fois qu'une nouvelle ouvrière arrivait, quelques mois plus tard, un retrait important en espèces était effectué. Après cela, plus aucune transaction liée à cette ouvrière n'apparaissait. C'est comme un cycle. Embaucher une ouvrière, la payer quelques mois, puis tout s'arrête. C'est cyclique, rapporta un jeune enquêteur. Pour en avoir le cœur net, l'équipe retourna voir les familles des victimes. Dans les Ardennes, Hélène pleura en voyant le relevé financier. Oui, c'est le dernier mois où elle m'a envoyé de l'argent. Après ça, plus rien. En Lorraine, le frère de Sylvie hocha la tête. Oui, après ce retrait, son compte était vide. On pensait qu'elle avait déménagé, mais on n'a jamais eu de nouvelles. Les témoignages des familles corroboraient l'analyse de l'équipe. Le schéma de disparition des jeunes femmes correspondait au schéma des transactions financières. Le commandant Girard écouta tous les rapports avec un visage grave. C'est une preuve préliminaire solide, mais devant un tribunal, un simple schéma ne suffit pas. Nous devons le lier à ce qui se passe dans la ferme. Il envoya un message secret à Chloé. Continue de surveiller la salle de préparation. Essaie de voir si ces produits chimiques y sont utilisés. Chloé reçut le message, le cœur battant. Elle savait que sa mission devenait de plus en plus dangereuse, mais aussi de plus en plus cruciale. Les nuits suivantes, elle prit des notes détaillées. Le bruit de la machine, l'odeur âcre, le comportement du père Dubois. Au groupement, toutes les informations étaient rassemblées sur un grand tableau blanc. Registre d'achat de produits chimiques, schéma financier, rapport de Chloé. Des lignes rouges reliaient chaque élément, formant une image d'ensemble. Un système qui semblait méticuleusement conçu pour dissimuler quelque chose d'effroyable. Le commandant Girard se tenait devant le tableau. Nous sommes proches, mais il nous faut le coup de grâce, une preuve scientifique irréfutable provenant de la scène de crime. Alors, il ne pourra plus s'en sortir. Cette nuit-là, lorsque le bureau devint silencieux, le commandant Girard fixa la liste des 7 victimes disparues. Il murmura pour lui-même. « Vous ne serez pas oubliés. Nous trouverons la vérité pour vous. » À l'autre bout, Simone priait toujours dans sa petite chambre louée. Elle ignorait les détails du travail des gendarmes, mais elle sentait qu'un grand mouvement était en cours. Ses prières et son espoir se mêlaient désormais au travail acharné de la cellule d'enquête qui tentait de percer le mystère de la ferme Dubois. Et au bout du village, le bâtiment de la salle de préparation se dressait, silencieux, ordinaire en apparence, mais cachant à l'intérieur un secret qui ne pouvait plus être gardé. Les nuits à la ferme n'étaient normalement rythmées que par les bruits des animaux et l'odeur des enclos. Mais pour Chloé, le moindre son pouvait signifier un danger. Elle savait qu'à la moindre erreur, sa couverture pourrait être compromise. Une nuit, le bruit de la machine de la salle de préparation fut plus fort que d'habitude.
Les vibrations semblaient atteindre sa chambre. L'odeur âcre et intense revint. Chloé, feignant de dormir, se leva doucement et sortit sans un bruit. Accroupie derrière une pile de sacs de nourriture, elle pouvait apercevoir, par une fente, la porte de la salle de préparation légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, le père Dubois s'affairait à contrôler l'énorme machine, le visage en sueur. Il versait un liquide d'un grand bidon et l'odeur devint encore plus forte. Chloé retint sa respiration pour ne pas tousser. Elle sortit son appareil miniature et prit des photos à distance. L'image était floue, mais on distinguait la machine et le bidon. Quelques minutes plus tard, le père Dubois arrêta la machine et commença à laver le sol à grande eau. Le bruit d'une brosse se fit entendre, puis de l'eau sale s'écoula par un tuyau d'évacuation derrière le bâtiment. Chloé vit le reflet des lumières sur le sol mouillé, signe de nettoyage en profondeur. Soudain, le père Dubois sortit. Il s'arrêta un instant devant la porte, alluma une cigarette et balaya les environs du regard. Chloé se plaqua contre les sacs, retenant son souffle. La seconde parut une éternité. Heureusement, peu après, il rentra et ferma la porte solidement. Chloé regagna sa chambre avec précaution. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, elle envoya un court rapport. Dubois a utilisé la grande machine dans la salle de préparation, a versé un produit chimique depuis un bidon et a nettoyé le sol méticuleusement. Activité nocturne. Photos jointes. Au groupement, le commandant Girard reçut le rapport avec un visage grave. Les photos, bien que floues, montraient clairement une machine, un bidon de liquide et une activité anormale. Cela confirme nos soupçons. Mais nous avons toujours besoin de preuves matérielles de la scène, déclara-t-il. L'équipe discuta intensément. Il savait que le temps pressait, mais était conscient du risque de bouger trop vite. Si nous nous précipitons, il pourrait détruire toutes les preuves, dit un jeune enquêteur. Pendant ce temps, Chloé continuait de jouer son rôle. Le jour, elle travaillait à nettoyer les enclos. Le soir, elle feignait l'épuisement. La nuit, elle restait sur ses gardes. Parfois, elle sentait le regard suspicieux du père Dubois sur elle, comme s'il commençait à se méfier. Un après-midi, il s'approcha d'elle. « Tu as l'air fatigué. Si tu ne te sens pas bien, dis-le, je trouverai quelqu'un d'autre. » Chloé baissa la tête. « Ça va, monsieur. J'ai besoin de ce travail pour mon fils. » Le père Dubois la dévisagea longuement, puis sourit légèrement. « Bien, continue de travailler, mais ne fais rien de bizarre. » Yato. La phrase semblait anodine, mais pour Chloé, c'était un avertissement déguisé. Elle fut alors certaine que son temps était compté. La nuit suivante, le bruit de la machine reprit. Plus long cette fois, accompagné d'un bruit de choc, comme si quelque chose de lourd était tombé. Chloé rassembla son courage et s'approcha un peu plus. Par la fente, elle vit un liquide étrange s'écouler sur le sol avant que le père Dubois ne le nettoie rapidement à l'eau. Elle leva à nouveau son appareil, prenant le plus de photos possible. Même si l'image restait floue, on distinguait un liquide anormal. De retour dans sa chambre, Chloé envoya un autre rapport. Bruit de machine plus long, bruit de choc. Vu un liquide étrange sur le sol, nettoyé immédiatement. Photo jointe, correctu. Au groupement, le commandant Girard regarda le tableau couvert de lignes rouges. Le schéma de disparition, les transactions financières, les achats de produits chimiques et maintenant, les preuves photographiques de Chloé. Les pièces du puzzle s'assemblaient, formant une image de plus en plus claire. Mais il était conscient que Chloé était de plus en plus en danger. Nous ne pouvons plus attendre. Il est temps de penser à la prochaine étape, dit-il à son équipe. Cette nuit-là, Chloé, assise dans sa chambre, regardait le ciel par la petite fenêtre. Elle murmura pour elle-même « J'espère que je tiendrai encore un peu. Le mystère doit être résolu. » Au groupement de gendarmerie du Finistère, l'atmosphère de la réunion de la cellule d'enquête était de plus en plus tendue. Le rapport de Chloé sur les activités suspectes dans la salle de préparation était devenu la pièce maîtresse qui corroborait les analyses financières et les registres d'achat de produits chimiques. Le commandant Girard regarda le grand tableau couvert de lignes rouges. Maintenant, nous avons une vue d'ensemble. Mais pour obtenir un mandat de perquisition officiel, nous avons besoin d'un motif légal clair. Sinon, l'affaire risque d'être rejetée pour simple suspicion. How? Un enquêteur proposa « Capitaine Lambert est à l'intérieur depuis trop longtemps. Si nous attendons encore, le risque augmente. » Le commandant Girard hocha lentement la tête. « Je sais. C'est pourquoi nous devons trouver une faille juridique. Il y en a une que nous pouvons utiliser. »
L'équipe avait trouvé une preuve cruciale. L'achat de soude caustique et d'acide sulfurique avait été fait sans l'autorisation requise pour la détention et la vente de matières dangereuses. C'était un motif légal suffisant. Si nous déposons une plainte pour détention illégale de matières dangereuses, nous pourrons obtenir un mandat de perquisition, expliqua un membre de l'équipe. Le commandant Girard frappa sur la table. Très bien. Préparez les documents en urgence. Nous devons agir vite. Pendant que la procédure légale était en cours, Chloé sentait la pression monter à la ferme. Le père Dubois la regardait de plus en plus avec méfiance. Chacun de ses gestes semblait épié. Un après-midi, il s'approcha d'elle. « Corinne, dit-il d'une voix plate. Ça fait combien de temps que tu es ici? » Chloé baissa la tête. « Presque 2 mois, monsieur. Tu travailles bien, mais je n'aime pas les fouineuses. » Chloé répondit rapidement. « Je ne fais que mon travail. Je ne me mêle de rien. » Le père Dubois sourit légèrement, puis s'éloigna. Ce n'était qu'une brève conversation. Mais elle mit Chloé mal à l'aise. Elle envoya un message urgent à l'équipe. « Je sens qu'il commence à se douter de quelque chose. Accélérez la procédure, s'il vous plaît. » Ce message conforta le commandant Girard dans l'idée qu'il ne fallait plus attendre. Heureusement, une bonne nouvelle arriva plus vite que prévu. « Le mandat du juge est approuvé », annonça-t-il au groupement. Il exposa son plan. « Nous devons d'abord extraire Chloé, en toute sécurité, pour qu'elle ne soit pas prise au milieu de l'opération. Les forces d'intervention encercleront le périmètre pour empêcher toute fuite du suspect. Préparez l'équipe de la police scientifique pour qu'elle puisse collecter les preuves le plus rapidement possible. Tout doit être fait discrètement. Aucune fuite d'informations. » À la ferme, Chloé vivait chaque jour avec le cœur battant à tout rompre. Elle continuait de travailler, de jouer le rôle de la femme fragile, même si son instinct lui disait que le danger était imminent. Cette nuit-là, assise dans sa petite chambre, regardant le ciel, elle murmura. « J'espère que je tiendrai encore un peu. L'opération doit être proche. » De son côté, le commandant Girard se tenait devant une grande carte du Finistère. Son doigt pointait la route menant à la ferme. Il se tourna vers son équipe. « La grande opération est imminente. Demain ou après-demain, tout sera joué. » Cette nuit-là, le ciel sur la Bretagne était sombre et couvert. L'air était lourd, comme s'il retenait son souffle. Sur un point de rendez-vous près de la ferme, des dizaines de gendarmes du GIGN en tenue d'intervention noire se préparaient. Armes, radios, matériel de police scientifique, tout était prêt. Le commandant Girard se tenait devant une grande carte. Sa voix était grave, mais maîtrisée. « Équipe Alpha, vous encerclez l'entrée principale. Équipe Bravo, vous entrez par l'est, près de l'entrepôt. Équipe Charlie, par l'arrière, près du ruisseau. Notre objectif est clair. Arrêter le suspect, secourir Chloé et collecter toutes les preuves. Personne ne bouge avant mon signal. Compris? » Tous hochèrent la tête. Cette nuit marquait la fin d'une longue enquête. À l'intérieur de la ferme, Chloé était assise dans sa chambre, le cœur agité. Depuis l'après-midi, le père Dubois tournait autour d'elle, le regard plein de suspicion. Son instinct lui disait que le temps était écoulé. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Le père Dubois se tenait là, la fixant intensément. « Corinne, suis-moi. J'ai quelque chose à te montrer. » Chloé se leva d'un pas lourd. Elle esquissa un léger sourire, feignant la soumission, même si son cœur menaçait de sortir de sa poitrine. Le père Dubois la conduisit directement vers la salle de préparation des aliments. De l'intérieur, le bruit assourdissant d'une machine se faisait entendre, et une odeur étrange flottait dans l'air, donnant la chair de poule. Dehors, les forces de l'ordre rampaient dans l'obscurité. Les radios grésillaient faiblement, toutes les équipes en position. En attente du signal, la voix du commandant Girard retentit. Dans la salle de préparation, le père Dubois ouvrit la porte en fer et ordonna à Chloé d'entrer. L'énorme machine tournait lentement. Le sol, humide, reflétait une faible lumière. Le père Dubois tourna autour de la pièce, sans la quitter des yeux. « Tu n'es pas comme les autres, dit-il d'une voix glaciale. Trop calme, trop observatrice. Qui es-tu vraiment ?» Chloé baissa la tête. « Je suis juste une femme ordinaire, monsieur. J'ai seulement besoin de travail. » Le père Dubois s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Sa main agrippa violemment l'épaule de Chloé. « Tu mens !» À cet instant, Chloé sentit que c'était la fin. Son souffle se coupa.
Mais, avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, un bruit assourdissant déchira le silence de la nuit. Bang! Le portail d'entrée fut enfoncé. Les sirènes retentirent. Des ordres criés résonnèrent. Gendarmerie, ne bougez pas! Le père Dubois, stupéfait, poussa Chloé de côté et tenta de refermer la porte de la salle. Mais les forces d'assaut surgirent de toutes parts. Le commandant Girard, à la tête de l'équipe, entra par l'avant. Arrêtez-le, sécurisez toutes les pièces. Bayou, le père Dubois attrapa une barre de fer pour se défendre. Mais 3 gendarmes le maîtrisèrent rapidement. Ses mains furent menottées, son visage plaqué au sol. Chloé s'effondra, le corps tremblant. Un officier se précipita pour lui mettre une couverture sur les épaules et l'aider à sortir. Vous êtes en sécurité. Mission accomplie. Dehors, la cour de la ferme, autrefois silencieuse, était inondée par la lumière des lampes torches et des gyrophares. L'équipe de la police scientifique commença son travail dans la salle de préparation, prélevant des échantillons de la machine, du sol et des bidons de produits chimiques. Le commandant Girard se tenait au milieu de la cour, le regard fixe et grave, tourné vers le bâtiment. « Enfin, nous y sommes », dit-il à voix basse. Chloé s'approcha de lui, le visage encore pâle. « Mon commandant, si vous étiez arrivé, ne serait-ce qu'un peu plus tard, je ne serais peu être pas sorti vivant. » Isa, Girard lui tapota doucement l'épaule. « Vous avez été très courageuse. Tout cela, c'est grâce à votre courage. » Peu après, le père Dubois fut emmené, menotté. Son visage était impassible, mais son regard plein de haine. Il jeta un coup d'œil à Chloé, un regard aussi tranchant qu'une dernière menace. Mais cette fois, il était vaincu. Cette nuit-là, la ferme, autrefois impénétrable, avait été ouverte. Les secrets que le père Dubois avait si bien gardés étaient désormais entre les mains de la justice. Et Chloé, qui avait failli y laisser la vie, put enfin respirer pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil de cet endroit. La nuit de l'assaut était terminée. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. Dès que la ferme fut sécurisée, l'équipe de la police scientifique se mit à l'œuvre. Vêtus de combinaisons de protection, ils installèrent des projecteurs et photographièrent chaque recoin. La grande machine de la salle de préparation fut examinée minutieusement. Un liquide visqueux collé dans les interstices métalliques fut prélevé dans des éprouvettes. Des échantillons du sol humide furent raclés pour analyse. Les bidons de produits chimiques furent saisis comme pièces à conviction. Cette odeur, ce n'est pas un simple détergent. Les résultats du laboratoire confirmeront tout, chuchota un technicien. Dehors, Chloé, enveloppée dans une couverture, était réconfortée par une gendarme. Son visage était encore pâle, mais ses yeux brillaient de soulagement. Le commandant Girard s'approcha d'elle et inclina légèrement la tête. « Vous avez accompli une mission immense. Maintenant, laissez-nous faire. » Le père Dubois fut embarqué dans un fourgon cellulaire. Son visage était impassible, mais son regard restait dur, comme s'il n'avait pas encore renoncé. Le lendemain, au laboratoire de la police scientifique, les résultats tombèrent. Le liquide trouvé sur la machine contenait des traces biologiques humaines contaminées par des produits chimiques agressifs. Les bidons saisis contenaient bien de la soude caustique et de l'acide sulfurique, en quantité bien supérieure aux besoins de la ferme. Un expert expliqua: ces substances peuvent être utilisées pour dissoudre les tissus organiques. La quantité trouvée est anormalement élevée pour un simple usage sanitaire. De plus, les prélèvements au sol de la salle de préparation permirent d'identifier des traces d'ADN distinctes. Bien que très dégradées par les produits chimiques, elles suffisaient à prouver la présence de plus d'une personne en ce lieu. Le commandant Girard poussa un long soupir. Voilà la preuve que nous cherchions. Scientifique, incontestable. Avec ces preuves, l'équipe amena le père Dubois en salle d'interrogatoire. La pièce était simple. Une table en bois, 2 chaises et un néon suspendu. 2 enquêteurs chevronnés entrèrent, dont le commandant Girard. Il ouvrit un dossier et fixa le père Dubois. « Monsieur Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour détention de matières dangereuses et suspecté d'être impliqué dans la disparition de plusieurs ouvrières. Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Le père Dubois esquissa un léger sourire. « Je ne suis qu'un éleveur de porcs. Tout ce que je fais, c'est pour maintenir la propreté de ma ferme. » L'autre enquêteur posa sur la table les photos des bidons de produits chimiques. « Pour de la propreté, pourquoi une telle quantité de produits chimiques? Plus que ce qu'un hôpital utilise. »
Bien sûr. Le père Dubois resta silencieux un instant avant de répondre d'une voix neutre. J'aime que tout soit propre et désinfecté. Le commandant Girard ne se pressa pas. Il sortit une autre photo. Les vêtements et bijoux bon marché trouvés dans l'entrepôt. Et ça aussi, c'est pour la propreté? Le visage du père Dubois changea légèrement, mais il reprit vite le contrôle. Ce sont les affaires des ouvrières, qui sont parties sans prévenir. Je les ai gardées au cas où elles reviendraient les chercher. Girard se pencha en avant. Et pourquoi aucune d'entre elles n'est jamais revenue? Pourquoi aucune n'a jamais donné de nouvelles à sa famille? Le silence envahit la pièce. Finalement, le commandant Girard sortit le rapport d'analyse préliminaire. Des traces d'ADN dans la salle de préparation. C'est irréfutable. Il y a plus d'une personne. Nous allons les comparer avec l'ADN des familles des victimes. Quand nous aurons une correspondance, vous ne pourrez plus nier. Pour la première fois, le visage du père Dubois trahit de l'inquiétude. Ses mains menottées se crispèrent sur la table. « Pourquoi vous faites tout ça ?» murmura-t-il d'une voix faible. « Vous ne comprendrez jamais. » Girard le fixa froidement. « Alors prouvez-le. Racontez-nous ce qui s'est passé. » Le père Dubois resta silencieux, le regard vide, comme en proie à une lutte intérieure. Les minutes passèrent, rythmées par le tic-tac de l'horloge. Dehors, Chloé attendait avec une gendarme. Bien qu'en sécurité, les images de la nuit précédente la hantaient. Elle ferma les yeux, entendant des bruits de pas et des bribes de conversation derrière la porte. Un jeune enquêteur vint lui dire « Votre témoignage est précieux. Sans vous, nous ne serions peut-être pas arrivés jusqu'ici. » Chloé hocha lentement la tête. Elle savait que le combat n'était pas terminé. Il y avait encore les familles des victimes qui attendaient des réponses. Ce soir-là, le commandant Girard sortit de la salle d'interrogatoire. Son visage était fatigué, mais son regard déterminé. Il s'approcha de Chloé. Il n'a pas encore avoué, mais les preuves sont suffisamment solides. C'est juste une question de temps. Chloé le regarda, sa voix à peine audible. Mon commandant, assurez-vous que toute la vérité soit révélée. Ne laissez pas ces femmes disparaître pour rien. Tan? Girard hocha la tête fermement. Je vous le promets. Cette nuit-là, sur son bureau, Girard contempla la pile de documents. Photos, pièces à conviction, rapports de la police scientifique, relevés de transactions et la liste des victimes. Toutes les pièces du puzzle étaient assemblées. Il ne manquait que la dernière étape, obtenir les aveux du père Dubois. Et il savait que la guerre psychologique dans la salle d'interrogatoire ne faisait que commencer. Cette nuit-là, la salle d'interrogatoire était de nouveau silencieuse. La lumière du néon éclairait le visage blême du père Dubois. Il était assis, la tête baissée, les menottes brillant faiblement. Le commandant Girard entra lentement, un dossier à la main. Il ne dit rien tout de suite, se contentant de s'asseoir et de le fixer en silence. Les minutes s'écoulèrent. Finalement, le père Dubois laissa échapper un long soupir. « Pourquoi vous vous fatiguez? Tout est déjà arrivé, dit-il d'une voix faible. Le commandant Girard resta calme. Parce que la vérité doit éclater. Leurs familles attendent des réponses. Pourquoi ne sont-elles jamais rentrées chez elles? Le père Dubois ferma les yeux, ses épaules secouées d'un tremblement. Je n'ai jamais fait confiance aux femmes. Depuis que ma femme m'a quitté. Elle m'a quitté pour un autre homme. Depuis, j'ai l'impression que toutes les femmes sont pareilles, des menteuses. Quand elles venaient travailler à la ferme, je faisais semblant d'être gentil. Je leur donnais un toit, à manger, un salaire. Mais dans ma tête, j'avais d'autres plans. Ling Chuan. Sa voix était rauque, mais chaque mot était clair, comme une lame tranchant l'air. Au début, je voulais juste leur faire peur. Mais quand l'une d'elles a essayé de s'enfuir, je n'ai pas pu le supporter. J'ai senti que je devais la punir. Et après la première, je n'ai plus pu m'arrêter. Plus il y avait de disparus, plus c'était facile pour moi de le cacher. Le commandant Girard le regarda froidement. « Et vous pensez que ça a vengé votre douleur ?» Le père Dubois eut un rire bref et amer. « Non, ça n'a jamais rien guéri. Ça m'a juste fait me sentir encore plus vide. » Le silence revint, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge. Finalement, Girard ouvrit le dossier et sortit les photos des preuves. « Toutes ces preuves suffisent à vous faire condamner. Mais je veux l'entendre de votre propre bouche. Pourquoi les avoir choisies, elles, des veuves, des femmes vulnérables ?» Le père Dubois baissa la tête. « Parce que je savais qu'elles étaient crédules. Personne ne se douterait de quelque chose si elles disparaissaient.
Le monde est trop occupé pour se soucier des autres. Je pensais qu'elle disparaîtrait sans laisser de traces. Mais je me suis trompé. Il y a encore des gens qui s'en soucient. Des gens qui osent se battre. Il leva les yeux un instant, comme s'il pensait à Chloé, la survivante. Son regard était triste, comme s'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Le commandant Girard se leva. Vos aveux seront enregistrés. Mais n'oubliez pas, la loi est la loi. Aucune raison, aucune blessure passée ne peut excuser ce que vous avez fait. Le père Dubois ne répondit pas. Il resta assis, immobile, comme vidé de toute force. Le lendemain matin, la nouvelle de l'arrestation du père Dubois se répandit dans toute la région. Les habitants se rassemblèrent devant la gendarmerie. Certains n'arrivaient pas à croire que cet homme si calme ait pu cacher un côté si sombre. Dans un coin, les familles des victimes furent convoquées. Elles pleurèrent en voyant les effets personnels de précieux souvenirs. Même si la blessure dans leur cœur ne guérirait jamais, elles connaissaient enfin la vérité. Chloé se tenait parmi elles, les yeux rougis. Elle se sentait à la fois soulagée et le cœur brisé. Tout son combat avait porté ses fruits, même si la vérité était amère. Le commandant Girard s'approcha d'elle. Vous avez accompli une tâche incroyablement difficile. Sans votre courage, toute cette affaire n'aurait pu être jamais été révélée. Chloé hocha lentement la tête. J'espère juste qu'aucune autre femme n'aura à vivre ça. La journée se termina sur une leçon de morale qui résonnait dans le cœur de tous. Le crime peut se cacher derrière le visage le plus amical. Une blessure du cœur, si elle n'est pas soignée, peut se transformer en une haine mortelle. Et la vérité ne peut éclater que lorsque quelqu'un a le courage de se battre. À la fin de la conférence de presse officielle, le commandant Girard regarda droit vers les caméras et déclara d'une voix grave. Cette affaire nous apprend à tous l'importance de prêter attention à ceux qui nous entourent, d'être vigilants et de prendre soin les uns des autres. Ne laissons pas le crime grandir dans le silence. Aidons-nous à veiller sur nos familles, nos voisins et notre entourage. Car parfois, un peu d'attention peut sauver de nombreuses vies. Ainsi, la sombre histoire de la porcherie bretonne se termina. Une tragédie qui laissa des cicatrices, mais qui offrit une leçon précieuse à tous. Épilogue, mesdames et messieurs, la sombre histoire de cette ferme bretonne n'est pas seulement une affaire criminelle choquante, mais aussi un rappel profond pour nous tous. La vie cache parfois un côté obscur auquel on ne s'attend pas, et le mal peut se dissimuler derrière le visage le plus ordinaire. De cette histoire, nous pouvons tirer plusieurs leçons importantes. Ne négligez pas votre entourage. Un simple bonjour, une attention au bon moment, peuvent parfois sauver une vie. Soyez vigilants face à ce qui vous entoure. Si quelque chose vous semble anormal ou trop mystérieux, ne faites pas confiance facilement avant de bien connaître la personne. Et surtout, ne laissez pas les blessures et la haine ronger votre cœur. Nous avons tous été blessés. Mais seul l'amour et le pardon peuvent guérir. Cette histoire peut être terminée, mais son message demeure. Prêtons plus d'attention à nos familles, à nos voisins, et surtout aux plus faibles et aux plus vulnérables. Car parfois, un petit geste d'attention de notre part peut changer à jamais le cours de la vie de quelqu'un.